Mesdames et messieurs, bonjour. Vous me voyez, moi je ne vous vois pas, hein, c'est le principe d'un webinaire. Nous allons commencer et n'hésitez pas, hein, à utiliser la fonction de chat, pas seulement pour dire bonjour, mais aussi pour poser des questions, pour faire des remarques. Il faut savoir que ce webinaire sera entièrement enregistré, donc y compris les remarques écrites que vous faites le seront et seront donc capitalisées par nous pour la suite de nos réflexions, hein. Donc n'hésitez pas à nous mettre des témoignages, des liens, des questions que nous garderons et on fera au fur et à mesure en sorte, non pas de répondre à toutes les questions, mais au moins d'avoir une idée de ce que sont vos interrogations, vos préoccupations, vos témoignages, pour que nous puissions alimenter la discussion ce matin, mais l'alimenter plus encore dans les semaines qui viennent. Alors, un mot quand même sur cette initiative. Vous êtes là près de 400, on va être 500 là bientôt dans quelques secondes. Vous avez été, lorsqu'on a lancé ce webinaire la semaine dernière, plus de 1050 à vous inscrire. On ne sera pas 1050 ce matin, il y a toujours entre les inscriptions évidemment et ceux qui arrivent à la fin un petit décalage, mais enfin vous voyez, vous êtes déjà plus de 500. Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que les professionnels de manière générale sont extrêmement désireux de parler, de réfléchir, d'échanger sur les pattes de demain, les pattes du futur, enfin bref, sur la façon dont nos structures vont évoluer dans les années à venir, et notamment à l'horizon 2030, où, vous le savez, la courbe démographique va exploser, en tout cas pour ce qui concerne les 85 ans et plus. Ce travail et cette initiative, elle vient de notre souhait de réactualiser le document que nous avions publié en 2021. Je crois que vous le connaissez à peu près tous. Quand on a sorti Les Pattes du futur en mai 2021, on ne savait pas comment dire l'écho qu'il aurait. Et depuis, il a servi d'outil de référence à de très 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 nombreux professionnels. Vous avez été des milliers à le télécharger sur notre site Matière Grise, et il a inspiré nombre d'entre vous dans vos réflexions, dans vos travaux au quotidien. Il a, je crois aussi, inspiré ou en tout cas instillé de la réflexion parmi les pouvoirs publics. Je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'agences régionales de la santé, il y a beaucoup de conseils départementaux présents dans ce webinaire, et il faut les associer pleinement, au-delà des professionnels, à toute cette réflexion, parce qu'à la fin, voilà, on est tous dans le même, embarqués dans le même défi, et c'est passionnant à travers ce travail, et bien d'avoir les différentes institutions présentes pour travailler ensemble. Il y a quelque chose d'un petit peu frustrant dans un webinaire, puisqu'il n'y a pas cette dynamique possible de dialogue, mais on reverra au printemps comment faire autrement. Mais en attendant, on a souhaité vous réunir pour tester un petit peu nos idées auprès de vous. Et je vous propose la méthode suivante. Nous avions, au mois de mai 2021, publié donc ce document avec trois grandes parties. Un, la question qui s'appelait de bienvenue chez nous au bienvenue chez vous. Donc c'était un peu la place de l'individu dans l'institution. Un deuxième chapitre autour de l'architecture et des espaces. Et un troisième chapitre autour de l'EHPAD plateforme. Il nous est apparu que le travail qu'on voulait réactualiser, puisque l'objectif, hein, de ce webinaire et de la réflexion qui va s'en suivre, c'est de publier au plus tard en avril prochain eh bien, un nouveau document réactualisé autour de l'EHPAD du futur. Et on veut le co-construire, le concevoir en dialogue avec chacun d'entre vous. Mais dans ce chapitrage, nous souhaitions comment dire, élargir la réflexion au-delà des trois premiers chapitres à deux autres chapitres, on verra ça à la fin. Tout ce qui concerne, et je sais que c'est important pour chacun des établissements, la question de l'écologie et de la responsabilité sociale, c'est-à-dire à la fois toutes les politiques de RSE que vous mettez en place, mais aussi tout simplement des choses très concrètes comme on va y revenir avec le décret tertiaire ou tout ce qui voilà, concourt à ce que l'EHPAD soit un acteur de l'écologie responsable. Et puis évidemment, un chapitre qui avait été très
occulté il y a 4 ans maintenant, mais c'est un peu normal, c'est la question du numérique, mais surtout la question de l'intelligence artificielle, dont on voit bien qu'elle va avoir un rôle absolument majeur, à la fois en direction des salariés, mais aussi en direction des résidents eux-mêmes. Donc c'est un petit peu autour de ces 5 chapitres que nous souhaiterions structurer à la fois le débat d'aujourd'hui et demain, évidemment, le chapitrage du recueil à sortir au printemps prochain. Voilà pour ce qui concerne le contenu. Donc, ce qu'on souhaite ce matin, c'est très rapidement, hein, vous voyez bien qu'en 1 heure et demie, un peu moins d'1 heure et demie, on aura du mal à rentrer au fond de chacun de ces sujets. Ce qu'on souhaite aujourd'hui en termes de méthode, c'est qu'on puisse rapidement vous présenter les problématiques qu'on se les pose, telles qu'on se les pose dans ces 5 chapitres. Une fois que vous aurez écouté les uns et les autres, vous avez évidemment parallèlement la capacité, une fois de plus, de laisser des messages, des liens sur les témoignages que vous pouvez avoir dans votre propre établissement, puisque à la fin, nous compilerons évidemment tout cela et chacun aura sa place dans le document final si vous nous alimentez. Nous aurons une adresse mail qu'on vous donnera à la fin qui vous permettra d'envoyer vos contributions. Et comme on l'a fait la dernière fois, on a vu plus d'une centaine de contributions en 2021. On compte vraiment sur vous pour nous donner des avis, des amendements, des exemples qui nous permettent d'intégrer cela dans le corps du texte ou en annexe, mais en tout cas que chacune de vos contributions soit valorisée dans le document final que nous sortirons au printemps. Et puis, nous referons un webinaire en mars. Une fois que nous aurons travaillé en janvier et février, nous reviendrons vers vous avec cette fois-ci ce qui sera considéré comme l'ébauche de la version presque définitive. Là encore, vous pourrez amender, on pourra encore en discuter. Donc, comptez que un webinaire aura lieu mi-mars, quoi, hein, au plus tard, et nous sortirons le document final donc au mois d'avril pour que vous puissiez vous en emparer les uns et les autres. Voilà la méthode puisque vous imaginez bien qu'à plus de 1000 inscrits, on a du mal évidemment à faire des groupes de travail autour de cela. Mais voilà la méthode qu'on vous propose. Je vais vous présenter, s'il veut bien allumer sa caméra, Didier Sapie. Alors, je ne vais pas vous présenter, parce qu'on ne présente plus Didier Sapie, le directeur de la FNACPA, qui réfléchit à toutes ces questions de qualité et qui avait été déjà un très grand contributeur de la rédaction de notre opuscule de 2021. Donc, je lui ai demandé d'accepter de jouer un peu le fil rouge avec moi pendant cette matinée. Donc, bonjour Didier. Bonjour Luc, bonjour à toutes et à tous. Et donc nous l'interrogerons au fur et à mesure des thèmes qui arrivent. Je suis aussi accompagné de Cathy Giraud, qui va aussi euh, allumer sa caméra, voilà, qui est la déléguée générale du think tank Matière Grise. Bonjour. Je vous rappelle en un mot hein, qui nous sommes, parce que ne faisons pas comme si tout le monde savait qui était Matière Grise. Donc, au plus ancien, vous avez été pendant plus de 25 ans des lecteurs du mensuel des maisons de retraite. Pour un certain nombre, vous êtes des congressistes des Assises nationales des EHPAD. Tout cela a été fait dans le cadre d'une entreprise qui s'appelait EHPA Presse et Conseil, que nous avions créée à la fin des années 90, n'est-ce pas, Didier? Voilà. Et l'an dernier, nous avons arrêté les journaux. Voilà, la presse papier, c'est plus tellement à la mode. Et nous nous sommes renommés Planète Grise. Nous organisons toujours les Assises nationales des EHPAD. Un certain nombre d'entre vous y étaient en septembre dernier. Et nous avons créé en 2018 ce think tank Matière Grise, qui est financé par 25 opérateurs, à la fois associatifs et commerciaux, et qui, grâce à leurs contributions, nous permettent ben voilà, d'organiser, de réfléchir, de publier, de prendre le temps de la réflexion de moyen et long terme, ce que nous faisons avec vous ce matin. Voilà pour ce qui concerne le propos introductif. Et donc, nous allons, à partir de maintenant, égrener chapitre après chapitre. Il y en a 5. On va essayer à chaque fois de faire un quart d'heure, 20 minutes, pas plus, hein, pour que vous soyez libérés. Alors, peut-être pas à 11 heures, mais disons, aller au plus tard à 11h15. Nous allons, pour cela, voilà, ça c'est le document. Voilà. Nous allons commencer par le chantier numéro 1. Alors, grâce au concours de Didier Sapie, c'est lui qui avait trouvé ce titre il y a 5 ans ou 4 ans, du bienvenu chez vous, du bienvenu chez nous au bienvenu chez vous. Bon, vous voyez ce que la formule signifiait. Et donc, on a essayé à la fois de synthétiser ces réflexions dans un chantier numéro 1. L'EHPAD du futur sera à l'écoute. Les titres sont provisoires, hein, c'est ce qu'on vous propose aujourd'hui, mais vous voyez bien que nous ne sommes qu'au début de la réflexion et donc tout ça est à modeler. On souhaitait toutefois se poser 4 questions.
quel équilibre entre les libertés individuelles et les contraintes institutionnelles, comment la personne peut demain vivre à son rythme beaucoup plus qu'aujourd'hui, donc sans être contraint justement par un certain nombre de règles, comment donner toute leur place aux familles et comment mieux gérer dans les pattes de 2030 la mort et la fin de vie. Bon, c'est pas exhaustif. Mettez-nous d'autres thèmes si vous pensez que bah, tout ça ne suffit pas et qu'il y a des sujets qu'on n'a pas vus ou des sujets qui mériteraient d'être dans ce premier chapitre et qui n'y sont pas aujourd'hui. C'est là-dessus qu'on vous attend aussi, hein, sur des exemples, sur des interrogations. Ce que je vous propose, c'est peut-être de commencer, avant de donner après la parole à Didier, de commencer tout de suite par donner la parole à Anna Kuhn-Lafont. Elle a une double particularité, Anna, c'est que elle était avant à matière grise, et c'est elle qui a été la principale auteure du document Les pattes du futur de 2021. Voilà. Donc elle a été, et vous l'avez peut-être pour beaucoup d'entre vous vu à ce moment-là, entendu à ce moment-là, elle est depuis partie dans le groupe Domusvie, où elle est la directrice des familles et où elle a la responsabilité de mettre en place un Conseil national des familles. Donc c'est assez original, c'est pas un CVS, hein, ça, le CVS, c'est l'obligation légale et réglementaire que vous avez tous. Là, c'est un groupe qui s'est mis en tête de faire un Conseil national des familles sur l'ensemble de ces dizaines et dizaines ou centaines d'établissements. Je lui donne la parole quelques minutes, et puis après, on revient au débat général. Merci Luc. Bonjour, bonjour à tous. Effectivement, il faudra que je vous quitte tout à l'heure, donc je suis ravie de pouvoir prendre la parole maintenant. Chez Domus Vie, évidemment, on est persuadé aussi que l'EHPAD de demain, c'est celui qui saura proposer l'EHPAD de demain, et d'ailleurs dès aujourd'hui, qui saura proposer un chez-soi à chaque personne qui l'accueille et qui l'accompagne. Mais chez Domus Vie, nous pensons aussi que la résidence de demain, c'est celle qui donne aux familles sa juste place. On est persuadé que le rôle, la vision, l'implication des familles sont elles aussi essentielles pour bien accompagner, pour mieux accompagner les personnes qu'on accueille, les personnes qui viennent vivre chez nous. Et donc, c'est pour ça qu'on a créé le Conseil national des familles. Cet organe, il a été lancé en 2023 avec 25 proches de résidents. Ce sont principalement des enfants, évidemment, en résidence. Vous savez que ce sont les personnes référentes les plus représentées, mais nous avons aussi des petits-enfants, des conjoints de résidents, et également un curateur. Donc, des personnes qui ont présenté leur candidature. On a fait une sélection par tirage au sort pour sélectionner 25 personnes pour un mandat de 2 ans. Donc ça en mai 2023, en leur proposant de prendre la mission suivante, qui est de représenter les 20 000 familles Domus Vie pour exprimer certaines attentes, certaines idées que ces familles ont quant à l'amélioration de l'offre de Domus Vie en France, mais aussi pour aiguiller le groupe sur la meilleure façon de renforcer finalement l'implication des familles au sein de chaque résidence et dans l'accompagnement de leurs proches. Donc, pour ça, le Conseil a lancé au démarrage 3 commissions de travail sur des sujets que les membres ont choisis eux-mêmes. Je vous les donne rapidement, mais les familles ont décidé de travailler sur l'attractivité des métiers. Quel levier on n'a pas encore utilisé à ce jour, et notamment quel levier avec les familles on n'est pas encore allé chercher pour travailler sur cette attractivité des métiers, qu'on sait être un sujet pour tout le monde, mais aussi le sujet des CVS. Comment est-ce qu'on peut les rendre plus attractifs, plus visibles, plus utiles aussi? Et le troisième sujet qu'ils ont choisi et pour lequel ils ont lancé une commission, c'est la communication. Comment est-ce qu'on rend plus fluide la communication entre famille et équipe avec et pour le résident? Donc, simplement, pour vous donner une idée de comment travaille ce conseil, il travaille en 2 temps autour de ces sujets. Le premier, c'est de faire un état des lieux de chacun de ces sujets pour ensuite être capable de faire des propositions à Domus Vie. Et donc, cette phase d'état des lieux, on vient de la clôturer en produisant notre premier rapport d'activité que vous pouvez retrouver sur le site de Domus Vie et surtout avec la présentation de ce rapport au COMEX France. Donc, on a organisé en octobre une journée de travail entre le COMEX de Domus Vie France, donc le directeur général, la directrice des ressources humaines, le directeur financier, etc., tout le COMEX, la directrice de la transformation digitale que j'ai vu être connectée aussi à ce webinaire. Et donc, on a organisé cette journée entre le COMEX et les membres du Conseil national des familles pour échanger sur les observations qu'avaient fait les familles, mais aussi définir ensemble et prioriser des axes de travail sur lesquels travailler, des axes sur lesquels travailler pour construire l'offre de Domus Vie de demain et améliorer l'offre d'aujourd'hui.
Donc, le bilan après un an après le lancement, c'est que, et c'est de l'avis de tous, c'est que tout le monde était au rendez-vous. On a au sein de ce conseil des familles qui ont compris beaucoup de choses, qui ont une vision très éclairée, qui ont su prendre du recul sur ce qu'est la réalité de l'EHPAD, du recul aussi sur ce que doit être leur place auprès de leurs proches ou au sein de la résidence, et surtout des familles qui sont arrivées avec beaucoup d'idées qu'elles ont donc eu l'opportunité de partager. Donc, on a un an et demi après le lancement du conseil fait un vrai pas dans l'intégration des familles, dans la gouvernance de Domus Vie, et on a validé finalement la pertinence de les intégrer à notre réflexion à l'échelle nationale. Mais à l'échelle locale aussi, c'est intéressant puisque ce travail avec les familles nous a permis d'identifier des sujets plus directement liés à l'accompagnement des familles et donc des résidents au sein de chaque résidence. On a notamment, pour vous donner un exemple, on a lancé avant l'été un chantier autour de la construction d'un mode d'emploi de l'EHPAD à destination des familles, à travers lequel on essaye d'identifier les clés de compréhension de l'EHPAD qu'il faut qu'on livre aux familles au départ pour qu'elles puissent accompagner leurs proches dans leur arrivée sur ce nouveau lieu de vie. Mais c'est intéressant parce que finalement, ce chantier, en nous posant la question de qu'est-ce qu'on doit expliquer mieux ou autrement aux familles, nous a poussé aussi à nous interroger sur quel rôle on donne aujourd'hui au livret d'accueil du résident. Est-ce qu'aujourd'hui, le livret d'accueil qu'on a est destiné aux résidents? Est-ce que c'est le livret d'accueil du bienvenue chez vous? Ou est-ce que finalement, c'est le livret d'accueil qui sert aux résidents, mais aussi aux familles? Donc voilà, ce travail avec les familles nous ouvre à beaucoup de réflexions sur la construction sur la construction de notre offre de demain, mais aussi la meilleure façon de faire évoluer notre offre d'aujourd'hui et notre offre de terrain. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à faire, tant mieux, parce on a beaucoup de familles au sein de chaque résidence et au sein de ce conseil qui sont prêtes à contribuer à améliorer notre offre actuelle et construire celle du futur. Et puis chez Domus Vie, voilà, on a décidé de l'y associer et l'expérience que je viens de vous partager nous prouve qu'on a bien fait et donc qu'on poursuit en ce sens. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop longue. Il y a beaucoup d'intervenants derrière moi. En tout cas, merci de cette opportunité de vous partager cette expérience qu'on est très heureux de mener au sein de Domus Vie avec nos familles. Merci Anna beaucoup. Donc effectivement, c'est une initiative un peu originale pour un groupe. Je veux revenir aussi sur le fait que notre outil au quotidien, ça reste le Conseil de la vie sociale. Et la réforme qui en a été faite il y a un an ou 2 ans maintenant était quand même extrêmement peu ambitieuse. Donc dans ce document, et je passe tout de suite la parole à Didier aussi, qui a participé à ces négociations, le décret qui a réformé le CVS l'a réformé sur 2 ou 3 détails de rien du tout. Et ça mériterait peut-être que notre document réfléchisse à une révolution des CVS, ou en tout cas une révolution de la participation des familles. Et à l'évidence, le CVS, qui est le successeur du conseil d'établissement d'il y a 30 ans, est peut-être pas l'outil, est un outil nécessaire, mais manifestement pas suffisant pour affronter cette révolution. Et cette révolution, vous le voyez bien, elle a 2 côtés. À la fois le post-Covid, on a bien vu à quel point les familles à ce moment-là avaient joué un rôle majeur, mais aussi tous nos écrits sur les baby-boomers de demain. On voit que les enfants des résidents de demain vont être extrêmement exigeants et qu'ils auront envie probablement de participer beaucoup plus que cela. Didier, une remarque peut-être là-dessus? Deux, si tu veux bien, mais rapides. Évidemment, l'expérience de Domusvie que nous présente Anna est très intéressante. Bien entendu, les familles, on doit faire avec, on doit les impliquer. Elles font partie des parties prenantes extrêmement importantes de tous les établissements. Et donc, toute la place des familles, bien entendu, mais rien que la place des familles. C'est-à-dire qu'il y a aussi une limite à la place des familles et il faut ne jamais oublier que le client, c'est d'abord l'habitant avant d'être la famille et que parfois, les attentes des habitants et les attentes des familles ne sont pas les mêmes. On va probablement parler liberté et contrainte, liberté et sécurité. Souvent, l'attente des familles est sécuritaire, ce qui n'est pas forcément l'attente de la personne âgée elle-même. Donc, il faut avoir cette limite-là à l'esprit et toujours avoir cette limite-là à l'esprit. Mais bien entendu, il faut pour autant les impliquer. Je trouve que l'idée du mode d'emploi de l'EHPAD pour les familles est super intéressante. Je trouve que, évidemment, les questions de communication sont fondamentales.
Et je trouve très intéressant que les familles se soient intéressées à l'attractivité des métiers, ce qui veut dire qu'elles ont un sentiment d'engagement à l'égard des établissements qui est important. Et puis évidemment sur le CVS, bah, c'est un peu lié parce que le CVS, les familles ont une place importante. Il y avait déjà une place importante. Je suis d'accord avec toi, Luc, la réforme qui a été faite, non seulement elle n'est pas très ambitieuse, mais elle est même plutôt négative à mon sens, c'est qu'elle a encore plus institutionnalisé le CVS en donnant encore plus de place à des fonctions soignantes, par exemple. Je ne dis pas qu'il ne faut pas que ces fonctions soignantes puissent s'exprimer en CVS, mais je dis qu'il n'y a pas que le CVS dans la vie d'un établissement et dans la participation. Aujourd'hui, il y a beaucoup de retours d'expérience de nos adhérents sur des conseils de résidents, des conseils de village, des conseils des familles, mais surtout des conseils des résidents. Voilà. Il y a d'autres outils aujourd'hui qui existent pour redonner aussi, et c'est souvent le retour qu'on a, redonner plus de place à la participation des personnes âgées elles-mêmes dans ces instances de concertation ou dans les CVS. On nous remonte souvent qu'elles ont de plus en plus de mal à s'exprimer devant un parterre qui les impressionne parfois un petit peu. Et donc, il faut trouver d'autres ficelles pour faire participer les personnes âgées elles-mêmes et également en dehors de la présence de leur famille parfois. Merci Didier. On va passer à Sabrina Alberac. Alors, Sabrina dirige une petite entreprise, une start-up qui s'appelle Arbitrium et qui s'est fait une spécialité de travailler sur les libertés des résidents. Et même, je crois qu'elle a un instrument un peu de mesure et de suivi de ces libertés dans l'établissement. Elle avait déjà beaucoup contribué à la réflexion lors de notre première édition en 2021 de l'EHPAD du futur. Et on lui a demandé peut-être de parler de ce sujet qui parfois apparaît théorique et qui est éminemment pratique, la question de la liberté de l'individu dans l'institution. Sabrina, à vous. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Effectivement, le facteur le plus protecteur d'une qualité de vie positive en établissement, c'est le respect des libertés. Et pour mesurer une notion, il faut la rendre rationnelle. Du coup, nous sommes allés voir plus de 250 personnes âgées un petit peu partout en France pour leur demander ce qui comptait pour leur qualité de vie et comment mesurer ce respect des libertés, ce qui a donné lieu effectivement à la création et à la co-construction d'un outil et d'une démarche qui s'appelle Libre jusqu'au bout de sa vie, qui prend en compte plusieurs dimensions de la qualité de vie liées au respect des libertés, comme la liberté d'aller et venir, bien évidemment, le respect de l'intimité, les relations au sein de l'établissement, que ce soit entre résidents, entre professionnels, avec les professionnels ou avec les familles. Et surtout, l'intérêt de cet objet un peu innovant, c'est qu'on a pris partir du postulat que qu'il y ait des relations harmonieuses au sein d'un établissement, il faut que chacun puisse retrouver ou trouver sa place et puisse exprimer ses envies et ses besoins. Donc, la démarche libre jusqu'au bout de sa vie, son facteur différenciant, c'est qu'elle va interroger tous les acteurs qui vivent, qui travaillent ou qui viennent visiter un proche en établissement pour que chacun puisse avoir des relations symétriques et équilibrées entre eux. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'effectivement, au tout départ, on nous disait que les résidents allaient, nous répondre, quand on allait les interroger sur leur liberté: «Non mais, tout va bien, j'ai rien d'intéressant à dire, il y a pire ailleurs» et finalement, quand on utilise la bonne méthodologie, qu'on met en confiance, les personnes âgées et qu'on crée un contexte aussi favorable à leur expression, on se rend compte qu'elles ont énormément de choses à dire et qu'elles font part de leur expérience et qu'elles participent finalement à l'amélioration de leur environnement aussi. Donc cet objet, finalement, c'est une vraie lutte contre les présomptions d'incompétence. Et aujourd'hui, cette démarche, elle est menée dans un peu plus de 130 établissements partout en France. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on commence à avoir vraiment une base de données très intéressante, comme un observatoire du respect des libertés des personnes âgées qui vivent en EHPAD et en résidence autonomie aussi d'ailleurs. Et j'ai vu dans le chat tout à l'heure et ça me permet de rebondir, sur l'importance de la création, de liens sociaux. Effectivement, c'est, une des demandes, qui ressort le plus des résidents, et c'est très intéressant parce que quand on mesure les écarts de perception sur cette dimension, des relations, en EHPAD, vous allez avoir des écarts énormes entre la vision des résidents, la vision des professionnels et la vision des familles. Par exemple, sur, l'entrée des résidents, en établissement, quand on leur demande s'ils ont été présentés aux autres résidents,
une grande majorité des résidents va dire que non, alors que les professionnels sont persuadés, et c'est leur vérité, c'est leur perception, que les résidences sont effectivement présentées. Sauf qu'en fait, ça ne correspond pas à l'attente des résidents. Et grâce à cette démarche qui valorise leurs paroles, ça nous permet de voir qu'effectivement, les résidents sont en attente de créer des liens sociaux qui soient durables avec les autres résidents, et qu'aller vers l'autre quand l'autre est un inconnu, c'est compliqué. Donc, ce qu'ils veulent, c'est des pots d'accueil, c'est pouvoir être présenté aux autres résidents pour créer du lien social et pouvoir créer des amitiés avec le voisinage, tout simplement, comme on fait en dehors de l'établissement aussi. Il y a plein de notions qui sont abordées dans cet outil, notamment la liberté d'aller et venir. Je pense que c'est une notion aussi qui est essentielle. On pense que parfois c'est quelque chose d'acquis dans les établissements, mais nous, quand on interroge les résidents et les professionnels et les familles, là encore, il y a un vrai écart de perception entre la volonté de protéger les résidents par les familles, la volonté aussi de ne pas créer de conflit ou de polémique avec les familles par les professionnels, tout en voulant axer l'accompagnement sur les souhaits des résidents. Et vous avez des résidents qui parfois sont un petit peu perdus dans tout ça et qui nous disent aussi, mais je ne savais même pas que c'était possible de sortir. Donc on peut partir aussi de cette base-là en pouvant mettre ensuite en place des actions qui permettent déjà de conscientiser cette possibilité et ensuite de mettre en œuvre des conditions favorables pour que les résidents puissent sortir de l'établissement et avoir accès à l'extérieur. Donc cette démarche, alors je sais qu'il faut que je sois très rapide, donc je vais essayer de l'être. Elle est, avant tout, l'occasion de faire discuter finalement des acteurs qui vont vivre une expérience très différente au sein d'un établissement, parce que y vivre, y travailler ou y rendre visite à un proche, c'est complètement différent et souvent, les problématiques, elles vont se nicher dans des, problèmes de communication. Et cet outil permet juste de se mettre à la place de l'autre et de recentrer, l'ensemble des accompagnements autour des personnes âgées et de valoriser leurs paroles comme, des citoyens à part entière jusqu'au bout de leur vie. Merci beaucoup, Sabrina. Tout ce que vous faites est passionnant et on aura l'occasion, peut-être d'ailleurs, si vous l'acceptez, de faire un webinaire spécifique qu'avec vous sur cette question de liberté, parce que je pense que là, c'est un petit flash de quelques minutes, mais ça mériterait évidemment de longs développements. Peut-être qu'on aura l'occasion d'organiser ça ensemble et en tout état de cause, vos réflexions alimenteront cette partie-là, cette partie numéro un du chapitre sur l'individu et l'institution. J'insiste sur un point, si on va jusqu'au bout du bout, c'est une partie qui peut secouer les dirigeants d'établissement que vous êtes. Puisqu'en fait, il s'agit véritablement de retrouver un autre équilibre entre le droit des résidents et l'institution. Et donc, ça veut dire que c'est peut-être le chapitre sur lequel les directeurs eux-mêmes doivent plus se remettre en cause, pas eux, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire, se remettre en cause bien l'institution qu'ils dirigent et cet équilibre entre l'individu et l'institution. Les autres chapitres, nous allons le voir, sont des problèmes que vous avez l'habitude de gérer. Mais le premier est peut-être celui qui, une fois plus, remet le plus en cause nos habitudes. Didier, peut-être un dernier point pour conclure cette séquence avant de passer à l'architecture. Mais je dirais même plus, ça doit être le fil conducteur. C'est-à-dire que on le voit dans le chat un petit peu, dans ce que dit Sabrina, c'est fondamental. C'est-à-dire que c'est le cœur aujourd'hui de la question de l'attractivité. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nos établissements ont cette image extrêmement dégradée dans l'opinion publique euh, et autant auprès des personnes âgées, de leurs familles qui n'y vivent pas encore, qui n'y habitent pas encore, que des futurs professionnels qui n'y travaillent pas encore. Et donc cette question de la vision de l'établissement enfermant qui prive des libertés, qui prive de la citoyenneté, ça doit être le fil conducteur de l'EHPAD du futur et de l'ensemble des travaux, parce que sur tous les sujets que vous avez présentés dans votre sommaire initial, on retrouvera cette question de la liberté et de l'attractivité. Sabrina l'a dit, il y a toujours cette opposition entre la liberté et la sécurité, entre protéger, cette volonté de protéger
quelquefois contre leur gré les personnes, cette volonté de sécuriser au maximum, cette volonté qu'il leur arrive rien, et bien malheureusement, souvent, il leur arrive plus rien, parce que leur volonté à eux et leur souhait à eux, c'est qu'il continue de leur arriver quelque chose. La question des sorties qu'évoquait Sabrina, elle est fondamentale. C'est l'attente principale aujourd'hui des personnes âgées qui vivent et qui habitent dans nos établissements, c'est cette question de pouvoir encore sortir. Ne plus sortir, c'est une empreinte à la liberté qui leur pèse énormément aujourd'hui. Il faut absolument travailler là-dessus sur les pattes du futur. Merci Didier. Bon, vous voyez que ce premier chapitre, il va être le fruit de beaucoup, beaucoup, beaucoup de réflexions. Voilà, mais c'était juste pour vous planter le décor. N'hésitez pas donc à continuer à penser que, d'abord, merci pour les compliments que vous faites à Sabrina Abérac. Vous êtes un certain nombre à vouloir en savoir plus. Et donc, pour faire plaisir à Déborah, nous allons très rapidement avec Sabrina vous valider ce webinaire sur les libertés, puisque vous semblez vouloir aller plus loin. Et je vous propose qu'avec Sabrina, on vous propose très rapidement à la rentrée un moment de réflexion là-dessus, son intervention a été très appréciée. Deuxièmement, pour déposer des commentaires, vous l'avez bien compris, c'est pas de chat, hein, c'est le QR hein, en bas de l'écran. C'est questions et réponses. Ça ne veut pas dire qu'on va vous faire forcément des réponses, ça veut dire que laissez vos commentaires et nous on les conserve et on les lira tous ensemble ensuite quand on aura fini. Mais dès que vous écrivez quelque chose, des réflexions, sachez qu'elles ne sont pas perdues et que nous les gardons pour alimenter notre réflexion. Cathy, peut-être un mot sur ce qu'avait été le deuxième chapitre en 2021 sur les architectures et les espaces. Oui, alors le deuxième chapitre, alors on a un petit souci de son. Vas-y. Voilà. Alors, le deuxième chapitre du rapport s'intéressait à l'architecture de l'EHPAD du futur, avec cette question de repenser ces espaces pour répondre, là encore, on y revient, aux attentes, aux nouvelles attentes des seniors qui vont arriver dans les établissements. Alors, il y a un enjeu particulier, c'est que 2030, c'est demain, donc on s'intéresse en réalité aux EHPAD qui existent tels qu'ils sont aujourd'hui et comment on va petit à petit les accompagner à devenir l'EHPAD de demain. Il ne s'agit pas de créer un EHPAD idéal qui sortirait de terre, mais bien d'accompagner vos établissements d'aujourd'hui. On s'était interrogé dans le rapport justement sur ce cahier des charges qui existe encore et qui a guidé la rénovation des établissements sur les 20-25 dernières années, un cahier des charges qui date maintenant de 1999. Et donc, on s'est demandé dans le rapport les critères et la configuration qu'il faudrait faire évoluer. Alors, on s'est posé des questions en 2021 qui sont encore aujourd'hui sur la table et on en parlera avec notre intervenante. C'est à quoi doit ressembler le logement en EHPAD en 2030. Et en effet, on ne parle plus de chambres, mais bien de logement. On en a parlé sur la première partie de cette terminologie. Quelle est la surface idéale? Comment on doit concevoir ce logement? On avait posé ces enjeux-là déjà dans le premier rapport. C'est la question de cacher ce soin qu'on ne saurait voir, cacher ce lit qu'on ne saurait voir. Est-ce qu'au-delà de la surface, il y a aussi une manière d'aménager les logements qui permet à la personne de se sentir chez elle? Deuxième question, quelle répartition entre les espaces collectifs et les espaces privatifs? Aujourd'hui, on a presque autant de superficie dans le logement, une vingtaine de mètres carrés, que dans les espaces collectifs. Est-ce que ce ratio, ce rapport, il doit être revu? Est-ce qu'il faut penser un logement évolutif? Est-ce que le logement doit s'adapter aussi à l'évolution de l'état de santé, des besoins de la personne lorsqu'elle vit en EHPAD? Et puis encore une fois, comment on accompagne des projets de rénovation et pas forcément de construction sur les logements existants, sur les EHPAD existants, pardon. Alors, pour en discuter, on accueille avec nous Fanny Cérez. Fanny Cérez, vous êtes architecte, cofondatrice de l'atelier AA et une grande spécialiste des questions du vieillissement. Alors, juste sur les réseaux hier soir, vous nous disiez être très enthousiaste à l'idée de participer à ce webinaire et avoir plein de choses à nous dire sur les projets neufs qui sont, selon vous, radicalement différents. Donc, ça veut dire que peut-être déjà les choses sont en marche. Et puis quelques astuces, quelques commentaires sur comment on accompagne l'existant et les projets de rénovation. Je vous laisse la parole.
Alors, si vous voulez bien m'autoriser à partager, ça sera super. Voilà. Euh, Oui, en effet, quand on faisait un peu le point rapidement avec Luc, la question c'était est-ce que ça a bougé ou pas sur le plan architectural? Et en effet, on repart. Alors, les questions sont toujours les bonnes. Il faut savoir qu'entre la première idée et puis un projet construit, c'est quand même 5 ans. Alors c'est sûr qu'on a du mal à percevoir tout de suite les premiers fruits, mais donc première chose, ce qui se construit de neuf, et heureusement, se construit de manière assez différente, avec une idée d'abord que cette histoire, vous disiez la moitié de la surface, c'est du collectif. Nous, on observe que c'est surtout 30% de la surface, c'est du couloir. C'était plutôt notre constat après analyse. Et on s'est dit ben, qu'on peut imaginer à moyen constant différentes formes d'EHPAD si tant est qu'on accepte, enfin, qu'on renonce en fait à ces gros bâtiments monolithes de type Costa Croisière, enfin, où tout serait connecté par l'intérieur. Et ça, on voit que dans le neuf, il y a deux modèles un peu qui apparaissent, des maisons partagées où chacun a un petit studio et où on a un petit espace de collectivité, ou carrément des immeubles d'appartements comme on pourrait trouver en résidence autonomie, avec du soin qui viendrait se faire comme à domicile. Donc, où on en est en France, aujourd'hui, plusieurs porteurs de projets se sont lancés. On a des chantiers qui sont en cours, hein. Par exemple, les projets des maisons d'Iffignac. Aujourd'hui, on a 4 maisons pour 14 habitants. Et même, vous voyez, ces 14 habitants qui sont répartis par plusieurs petits blocs séparés de chambres. Donc, fini les grands couloirs. Et avec une renonciation aux grandes fonctions centrales, c'est-à-dire que la vie quotidienne se passe au sein de chaque maison avec des choses qui sont complètement ouvertes et traversées sur le quartier et une mise à disposition des espaces communs de la vie publique. Donc ça, c'est des choses qu'on observe. On a beaucoup de centres hospitaliers aussi qui avaient un parc vieillissant qui était très important, notamment le CHU de Brest, qui se relance dans la reconstruction de 400 lits et places. Et là aussi, on se dit, oh là là, qu'est-ce que ça va être? Et qui a été capable d'imaginer à la fois des maisons pour 7 habitants et puis des appartements, du petit collectif, du grand collectif, tout ça dans un quartier, lui-même connecté. Donc on voit bien qu'on est capable, y compris dans le sanitaire, parce que là on a bien une partie même USLD, d'inventer des formes qui soient très très domiciliaires et de réinventer la logistique qui va avec. Jusqu'à d'autres types d'établissements, donc encore l'hospitalité Saint-Thomas-de-Villeneuve qui invente les maisons d'Iffignac destinées à des personnes qui ont des troubles cognitifs, totalement ouverts sur le quartier et même traversés. Vous voyez là cette fameuse promenade qui est le chemin de l'école en fait, et où chacune de ces maisons aurait sa propre clôture, son propre accès, et alors là avec plus du tout d'espace commun, puisque l'idée c'est que les habitants puissent se servir de tout ce qui existe du droit commun au sein du village. Voilà. Et donc de vraiment renoncer aussi à certaines choses. On est sur des projets qui sont très petits en surface, à peu près 50 à 60 mètres carrés par habitant, et qui pourtant offrent des espaces privatifs entre 25 et 30 mètres carrés aux habitants. Donc on voit bien qu'à moyen constant, on est capable de faire autre chose, et c'est exactement vrai aussi sur le plan RH, hein, puisque tous ces projets ont été pensés à moyen constant. Et dans l'existant, alors qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, plusieurs choses. Quand on a 3 petites chambres classiques d'EHPAD, on peut prendre ces 3 chambres et les transformer en 2 T1 de 21 mètres carrés. Ça permet d'avoir un coin jour qui est vraiment distinct d'un coin nuit. Une fois qu'on a fait ça, du coup, ça a plusieurs enjeux. On se rend compte que, en fait, on va perdre de la capacité d'accueil à l'intérieur. Idée numéro 1, je viens créer des extensions à un bâtiment qui existe pour créer les places qui me manquent. Ça nécessite d'avoir du terrain. Idée numéro 2, après tout, pourquoi reconstruire ou étendre sur le terrain? Ne serions-nous pas capables d'acheter une maison dans le territoire et d'exporter une partie de ces places dans l'habitat de droit commun? Et ça, c'est ce que fait par exemple la maison de retraite Protection de Montpellier qu'on accompagne en ce moment, et qui va avoir 12 places en fait dans une maison qui est à côté et qui est en train de réinventer son modèle de soins comme un SIED. Autre option pour l'existant, c'est de pouvoir venir élargir en fait les chambres qui existeraient en façade et qui permet de passer d'une chambre à un studio ou à un T1, comme on peut le voir ici là par cet élargissement. Donc ça demande d'avoir du droit bâti. On est sur des terrains qui sont assez petits et c'est des opérations qui peuvent se faire en plus avec assez peu de nuisances, et on peut rajouter cette partie jour par exemple. Donc il y a vraiment de la possibilité. Et moi, je me dis que la question, c'est pas tellement est-ce qu'on peut le faire, mais comment on peut le faire. Et dans tous les cas, c'est possible. Et une chose aussi qu'on se dit, c'est que en fait, la transformation, elle doit toucher tout le monde, qu'il y ait ou non un projet architectural. Et il y a plein de façons d'avancer vers ça. Avec Florence Mathieu, ces derniers temps, enfin là, très récemment, et c'est la première fois qu'on le lance, donc c'est un peu inédit pour vous. On vient de publier ce guide très pratique à destination des équipes
sans une idée pratique pour transformer son établissement en véritable chez soi. On se rend compte que la partie architecturale, comme c'était le cas dans votre propre rapport, ça n'est qu'un des volets de plein de dimensions. Vous avez parlé de droit et liberté, nous aussi on s'est amusé à faire un quiz droit et liberté, d'ouverture, etc. Et de dire comment est-ce qu'on va outiller les professionnels en les aidant à se poser des bonnes questions, avoir de la méthode pour y répondre et des idées très inspirantes, donc un contenu qui est très implémenté en idées inspirantes. Et puis très prochainement, on voit bien aussi qu'il y a beaucoup de petits choix qui sont faits dans les établissements. À chaque fois qu'on repeint, qu'on achète un meuble, toutes ces choses-là pourraient être des avancées à prix coûtant vers une transformation des structures. Et donc là, on vient de publier un ouvrage chez Erol, qui est un guide d'aménagement intérieur et qui a vocation, comme le premier, d'être assez 360, c'est-à-dire de poser les mêmes questions, que ce soit dans le cadre de l'adaptation d'un domicile, de la transformation des EHPAD, dans le champ du handicap ou dans la création de l'habitat inclusif, puisqu'en fait, tout ça est une seule et même chose. Comment est-ce qu'on va créer des lieux de vie dans lequel on aurait envie de vivre avec l'âge et le handicap. Donc ça, c'est un peu les dernières choses qu'on a vraiment mis en place. Et puis l'autre chose aussi, on s'est rendu compte que très souvent, pour être créatif, on a besoin d'inspiration et que le secteur, il manque en fait de vision, de dire bah, oui, c'est possible ailleurs. Donc on a aussi inventé ce qu'on appelle les cafés d'inspiration. Donc c'est un webinaire gratuit une fois par mois qui nous permet de mettre en avant des initiatives intéressantes en France et à l'étranger, d'avoir un temps vraiment de projection de vidéos, puis d'échange entre les participants. Et notre objectif, c'était aussi de se dire 13h30, 14h30, on le fait sur un temps de transmission ciblée. Et en fait, c'est les équipes, ceux qui font, qui doivent monter aussi en vision pour se dire, bah oui, ça tout de suite, on peut le faire, c'est facile. Et c'est en rencontrant d'autres personnes qu'on s'autorise à imaginer le futur. Voilà. Et puis l'autre chose qu'on a fait aussi ces derniers temps, c'était la création d'Atome, qui est l'Académie de la transformation de l'habitat et de l'offre médico-sociale, qui est un centre de formation qui aide les équipes à passer à l'action, peu importe là où elles en sont, qu'elles aient un grand projet architectural où on est vraiment sur poser une vision avant de faire une commande à l'architecte, que ce soit sur des aspects d'aménagement intérieur, apprendre à faire avec les personnes, ou alors clairement des questions d'élargir les droits et libertés et en mobilisant des méthodologies de design social, c'est-à-dire en passant à l'action. Et ça invite à faire toute une série, j'allais dire, de... Alors, c'est d'abord une histoire de changer le disque dur, de dire comment on fait les choses, et c'est en ayant des méthodes d'action différentes qu'on arrive à des résultats différents, et en se disant on n'a pas à transiger sur ce qu'on a posé au début comme ambition. Évidemment qu'il faut que les personnes se sentent chez eux. La question, c'est comment on y va. Et il y a plein de façons de le faire. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Et quand on n'a pas d'argent, on peut avoir plein d'idées. Donc c'était aussi l'autre façon de le faire. Dans tous les cas, on peut y aller. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, d'où mon enthousiasme. Merci Fanny. Bon, ceux qui te connaissaient pas maintenant te connaissent et comprennent pourquoi on est red dingue de toi et de travailler avec toi depuis 2021, depuis que tu avais participé activement à notre document de 2021. Et comme on le constate dans ces documents, tu bouillonnes d'idées nouvelles. Et surtout, voilà, on est vraiment, nous, partis ensemble, hein, en réfléchissant avec toi sur le constat que 90% des EHPAD de 2030 existent déjà en 2024. Et donc, c'est ça qu'il faut faire, hein, c'est comment, au moment des rénovations, au moment, au-delà des constructions nouvelles, comment on transforme le modèle existant. Et on aura besoin de l'ensemble de tes compétences. Je veux insister sur ce point de méthode, hein. Nous, on n'est pas à matière grise, des consultants absolument géniaux qui ont tout deviné sur tout. Nous, on sommes des éponges. Voilà. On est là pour donner la parole à ceux qui savent. Donc sur la partie architecturale, Fanny, d'autres aussi, mais notamment Fanny, voilà, alimentera la réflexion avec vos commentaires. Et ils sont très nombreux, hein. Je vois sur le chat que alors là, c'est un sujet sur lequel vous avez 40 000 idées à la minute. C'est exactement ce dont on a besoin. On a parlé de placards, de ZAN, de rails de transfert, enfin, il y a bon, plein d'autres choses. Oui, on va vous donner, pour répondre à Valérie, on va vous transmettre dans la journée ou demain ou plus tard par mail, puisque vous nous avez laissé nos mails. Puis vous nous autoriserez donc à vous alimenter régulièrement et tous les documents qui viennent d'être montrés, vous les recevrez sur vos boîtes mail. Voilà, comme ça vous pourrez revoir les slides des uns et des autres dans les heures qui suivent. Et puis après, on recommencera à travailler avec Fanny là-dessus. Peut-être un mot, Didier, puisque la question de l'architecture est une question que tu as aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup suivie ces dernières années. Oui, pardon, j'ai réactivé le son. Évidemment, bah, moi aussi, je suis fan de Fanny depuis longtemps. On se connaît bien et elle fait un travail remarquable. Déjà étudiante, elle se passionnait pour ces sujets, c'était formidable.
Alors, attendez, on me demande de démarrer ma vidéo, ce que je ne pouvais pas faire jusque-là. Voilà, je suis toujours là. Donc, voilà, pas de commentaires, si ce n'est une chose importante, c'est que c'est ce qu'évoque Fanny. Alors d'abord, l'architecture ne fait pas tout et elle l'a très bien dit, donc je ne reviens pas là-dessus parce que s'il n'y a pas le mouvement global qui est créé, le changement de logiciel, le changement de disque dur qui est créé au sein des établissements qui veulent se lancer dans ces démarches domiciliaires, s'il n'y a pas le mouvement global avec les équipes, avec les habitants, avec les familles, ça ne marche pas. Donc, c'est vraiment une approche globale qu'il faut avoir, elle l'a très bien dit. Et on commence à avoir des retours d'expérience. C'est ça qui commence à être intéressant, c'est que voilà, il y a ces dossiers-là, il y a d'autres, il y en a d'autres, on en a dans nos réseaux de plus en plus, et que ces retours d'expérience sont hyper positifs. Et donc, ça m'amène, moi, dans notre rôle de fédération, à lutter quotidiennement contre deux choses que Fanny connaît bien. C'est de ne pas s'arrêter au premier c'est pas possible venu. Parce que le c'est pas possible nous pourrit la vie depuis tellement d'années. Et donc, surtout, ne vous arrêtez pas au premier c'est pas possible. Parce que vous l'aurez le premier c'est pas possible. Et le deuxième tabou, c'est le combien ça coûte. Et ne pas non plus s'arrêter au premier combien ça coûte, de dire c'est 60 mètres carrés au lieu de 50, donc ça coûte forcément plus cher, mais surtout de savoir combien ça coûte en coût global et combien ça rapporte. Et donc combien ça coûte ne m'intéresse pas, ce qui m'intéresse c'est aussi combien ça rapporte et c'est aussi combien ça coûte de ne pas le faire. C'est le coût de l'inaction qui est le plus important, c'est le coût de non-qualité qui est le plus important. Donc vraiment ne pas s'arrêter à ces deux premiers tabous qu'on va vous opposer qui sont le c'est pas possible et le combien ça coûte. Donc une volonté forcément d'avancer globalement, une question d'attractivité qui est évidemment fondamentale. On voit, Fanny nous a montré des exemples de choses qui sont possibles qu'on n'aurait pas imaginé il y a quelques années ou qui auraient pu s'arrêter au premier c'est pas possible. Et surtout sur l'aspect économique parce que évidemment on va toujours nous opposer et je le dis souvent, hein, le juge de paix dans nos établissements, c'est le prix de journée. Donc, il faut raisonner sur le prix de journée et sur les impacts aussi positifs sur le prix de journée, pas seulement sur le combien ça coûte. Il faut vraiment avoir une logique économique globale et une stratégie financière par rapport à ces projets qui doit accompagner aussi ces projets et qui peuvent être des stratégies financières extrêmement vertueuses en termes de prix de journée. Je ne développe pas, évidemment, c'est pas le sujet, mais voilà, c'est les commentaires que ça m'inspirait au-delà de la satisfaction de voir qu'il y a de plus en plus de retours d'expérience et de choses qui sont peut-être encore en travaux, mais qui vont ouvrir, qu'on pourra visiter, et de nombre de personnes qui nous prouvent que c'est possible. Merci Didier. Alors, à la demande générale, mais Fanny l'a mis aussi, Alan, notre collaborateur aussi, a mis tous les liens pour arriver vers les documents de Fanny, hein, ou le bouquin qui vient de sortir. Donc vous avez tout ça sur la partie chat, cette fois-ci, je crois, hein. Voilà, on vous enverra ça de toute façon par mail, hein, vous inquiétez pas si vous n'avez pas eu le temps de noter les liens. Mais pour lire ce que vient de produire Fanny, et qui alimentera par définition notre document au mois d'avril, vous pouvez déjà aller directement voir tout ce qu'elle vous propose en magasin. En plus, si ma mémoire est bonne, au moment où Fanny vous parle, vous avez l'impression qu'elle est dans un grand salon avec marqué webinaire, mais je crois qu'elle est sur une aire d'autoroute, parce que la condition pour qu'elle intervienne ce matin, c'est qu'elle s'arrête sur une aire d'autoroute pour nous parler. Donc merci, voilà, merci Fanny, tu peux reprendre la route après avoir mis ta ceinture de sécurité. Et puis Clotilde nous propose de faire un webinaire par thème. Parce que, évidemment, chaque discussion, elle dure 10 minutes, un quart d'heure, elle pourrait durer 2 heures. Je vous dis pas oui aujourd'hui, Clotilde, mais je vous dis pas non non plus. On va voir comment on peut s'organiser pour effectivement peut-être vous faire un débat, une restitution thème par thème. Nous passons au troisième sujet et je laisse à nouveau la parole à Cathy. Oui, merci.
Alors, l'intérêt aussi de lier ces thèmes dans ce premier webinaire, c'est que on vient de parler de l'organisation de l'EHPAD et il y avait un commentaire sur cette question des places. Est-ce qu'on doit continuer à parler de places en EHPAD plutôt que de chercher des places? Est-ce qu'il ne faut pas repenser le modèle? C'est exactement le sujet du 3e chapitre du rapport, rendre possible l'EHPAD plateforme et repenser les autorisations et l'accompagnement global des personnes âgées. Depuis lors, depuis l'apparition du rapport, sont apparus les centres de ressources territoriaux avec des textes qui ont encadré le développement de ces dispositifs avec un cahier des charges à respecter, des appels à projets qui se sont déployés depuis 2023. Donc, on a pu avoir cette avancée, mais est-ce que c'est suffisant? Est-ce que ça répond vraiment à l'enjeu d'un EHPAD plateforme? Ce sont les questions qu'on s'est posées pour ce matin. Comment généraliser l'EHPAD plateforme sans être contingenté par les autorisations de CRT qui se multiplient mais qui sont encore délivrées j'allais dire presque au compte-gouttes. Est-ce qu'il faut aller plus loin et modifier le système des autorisations pour une prise en charge globale? C'est ce que vous avez souligné dans vos commentaires. Et puis, surtout, il y a une question qui apparaît et des travaux qui se développent sur cette étude des territoires. Comment on adapte l'EHPAD plateforme aux différentes caractéristiques de son territoire? Est-ce qu'il faut penser différemment quand on est en milieu rural, milieu urbain? C'est ces questions-là qui nous amènent à pousser plus loin la réflexion. Alors, pour en discuter, on a proposé à Céline Bigeot de nous rejoindre. Alors, vous pouvez ouvrir votre caméra. Céline Bigeot, vous êtes directrice d'un EHPAD public, l'EHPAD Les Châtaigniers dans la Vienne, et vous êtes aussi directrice d'un CRT depuis septembre 2023. Alors, je rappelle pour très rapidement, parce que je pense maintenant les CRT sont assez connus parmi nos participants. Les CRT, ce sont ces dispositifs qui sont rattachés soit à un EHPAD, puis des services à domicile, soit un service à domicile, mais en partenariat avec un EHPAD, et qui proposent des actions dites de volet 1. On rentre dans la terminologie un peu technique, mais des actions de volet 1 à destination des aidants et des professionnels, mais aussi des personnes âgées qui voudraient profiter de services au sein d'un établissement ou à l'extérieur, dans les réseaux autres. Et puis des actions dites de volet 2 qui sont plutôt des actions de type EHPAD hors les murs pour des personnes plus dépendantes. Alors, Céline Bigeot, merci de nous avoir rejoints. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots votre CRT et puis surtout nous en faire un bilan peut-être au terme de cette première année de fonctionnement? Du coup, on a démarré donc en septembre 2023, 23, notre premier CRT après un appel à projet en 2022. Donc nous, là, on est dans le système, effectivement, l'EHPAD qui porte avec un service à domicile, en l'occurrence la Mutualité de la Vienne qui a été notre principal partenaire. Et donc on a monté notre projet et on a démarré avec le premier bénéficiaire en septembre 2023. Donc on a un petit peu plus d'1 an maintenant de recul. Vous expliquer rapidement, donc nous on est sur le territoire de la Vienne, je le disais en Nouvelle-Aquitaine. Nous on a été on avait le choix de notre territoire puisqu'on était les premiers, mais en gros on couvre un territoire assez rural, environ 40 km de long et 23 km de large. Donc on couvre à peu près 27 communes. Et 4 EHPAD sont associés à ce projet. On a constitué une équipe pour volet 1, volet 2. Oui, voilà. Une équipe donc avec alors du temps de direction, du temps de médecin coordonnateur, c'est la fiche d'après, du temps de secrétariat, du temps aussi d'infirmière coordinatrice à temps plein. Et on a ensuite des aides-soignantes, on a du temps d'APA, d'enseignant sport adapté, du temps de psychologue. D'ailleurs, qu'on avait prévu dans le projet à 0,20 et on s'est rendu compte qu'il y avait besoin à domicile de plus, donc on est déjà passé à 0,30 TP et du temps d'ergothérapeute. Donc vous pouvez passer. Donc là, on a effectivement ce que je disais, 3 EHPAD, un EHPAD
qui portent et sur le territoire qu'on a eu en 3 faire des actions dans ces 3 établissements. On a de nombreux partenaires, donc le principal étant la Mutualité de la Vienne, mais après on s'est associé à tous les services à domicile qui étaient sur notre territoire. On a beaucoup travaillé aussi avec le DAC, le dispositif d'appui à la coordination, pour pouvoir justement savoir qui fait quoi et s'articuler avec eux. Nous, on peut aller plus loin en proposant des actions. Donc là, il a vraiment fallu, sur la première année, communiquer beaucoup avec les partenaires et s'articuler avec le DAC. Et puis, alors j'avais mis quelques logos de nos partenaires, mais il y en a d'autres à venir, notamment Habitat de la Vienne, peut-être demain, une résidence autonomie, etc. L'idée, c'est que notre CRT évolue au gré des besoins. Rapidement, vous présenter dans le cadre du volet 1, il y a 3 thématiques, l'accès aux soins et la prévention. Là, on a essayé de mettre en place des actions de programmes de prévention des chutes, soit avec notre APA, soit avec l'IT. L'accès à des ressources paramédicales que l'on a notamment dans la structure. Le dépistage des fragilités avec ICOP. Et puis, nous, on utilise aussi un autre outil qui s'appelle Smart Predict. Des bilans bucco-dentaires, audioprothésistes et optiques. Donc, pareil, ça, c'est des choses qu'on a au sein de l'EHPAD. Et puis, l'accès à la promotion de la vaccination. Alors, je vois une question sur la CPTS. Pour l'instant, la CPTS, on travaille avec celle avec qui on travaille déjà. Donc, oui, on a aussi le lien avec les CPTS. Sur la lutte contre l'isolement des personnes âgées sur le volet 1, c'est un de nos principaux axes. On s'étacule que c'est plus et c'est là où il y a le plus, il y a beaucoup. Donc, on propose des repas au sein des EHPAD, des cafés des aidants, du soutien de la psychologue par des groupes de parole. On a tout ce qui est solution de répit pour l'aidant avec l'accueil de jour, l'hébergement temporaire d'urgence que l'on avait déjà au sein des EHPAD. Et puis, on est aussi là pour promouvoir les actions du territoire. Ce n'est pas toujours le CRT qui propose des choses, mais on est aussi là pour promouvoir ce qui existe déjà au sein de la structure. Et puis après, il y a tout le volet amélioration des pratiques professionnelles pour les professionnels, où là, on a effectivement des analyses de pratiques, de la formation, etc., ce qui reste encore à développer. Et puis, voilà. Sur le volet 2, il y a effectivement voilà, la coordination des interventions à domicile. Notre IDEC travaille avec tous les partenaires qui sont déjà à domicile chez les personnes, ou alors elle les met en place quand il y a besoin. Notamment, on communique via Paco Globule. Et puis, il y a tout ce qui est surveillance, sécurisation du domicile avec notre ergo, avec l'APA également. La gestion des situations de crise et de soutien avec l'orientation vers le DAC, les solutions de répit, etc. Je fais vite parce qu'on m'a dit qu'il fallait aller vite. Et puis, la continuité du projet d'accompagnement avec, effectivement, il y a tout un volet toute une partie du travail qui est effectivement d'appeler régulièrement les bénéficiaires, d'aller les voir, de les emmener à des rendez-vous médicaux, enfin voilà, de s'adapter au mieux aux besoins qu'ils ont à domicile, de les aider dans les démarches notamment. Donc, le premier retour, là, ça fait un peu plus de 12 mois que l'on fonctionne. On suit 32 bénéficiaires à domicile sur le volet 2 et 21 sur le volet 1. Donc, il y a un vrai besoin et une vraie satisfaction puisqu'on a déjà commencé à faire, déjà fait une première enquête de satisfaction. On a des bénéficiaires qui en gros sont entre 75 et 85 ans. Surtout sur le volet 2 où on va à domicile, on a essentiellement des GIR 2, 3, 4 et c'est prêt à domicile. On a quelques aidants, mais pas tant que ça finalement, c'est pas la majorité. Les motifs d'inclusion principaux, ça a été effectivement l'isolement social, la perte d'autonomie, la saturation de l'aidant ou l'indisponibilité de l'aidant. Ça a été vraiment les motifs d'adressage vers le CRT. Donc là, on peut passer à l'analyse du SWOT. On a essayé de faire un bilan à 1 an puisqu'on a fait un premier séminaire, non pas un premier, un séminaire des partenaires 1 an après pour faire le bilan avec eux. Donc, on a des forces sur le CRT, vraiment une équipe en place et mobilisée. En plus, ça nous a permis de faire de la mobilité interne, ce qui n'est pas inintéressant. On a des process qui fonctionnent et notamment un lien privilégié avec le DAC, je le disais, parce que ça, c'est essentiel pour pouvoir justement avoir des partenariats et des complémentarités avec les dispositifs existants, puisqu'on n'est pas là pour
faire ce que font déjà les autres, mais pour apporter une plus-value. Donc ça, c'est important à faire comprendre aux acteurs. On travaille avec eux et pas contre eux. Le lien avec les EHPAD, qui est à mon avis essentiel, puisque ça propose parfois, il y a quand même besoin d'aller, même si l'EHPAD ne fait pas envie, on a besoin parfois d'aller y passer des petites périodes. Et c'est là où l'intérêt du CRT, c'est de pouvoir proposer aussi des solutions de répit temporaires. Et puis quand ça va mieux, on retourne chez soi, accompagné. Et puis voilà, de multiples actions contre l'isolement. Pour le coup, on en parle, le lien social aujourd'hui, les EHPAD, on a beaucoup travaillé là-dessus. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut apporter pour le domicile. Sur les vigilances, on s'est aperçu qu'on avait eu peu de demandes d'installation du dispositif de téléassistance dans un premier temps, soit parce qu'ils l'avaient déjà, soit parce qu'ils n'étaient pas encore prêts. Une faible participation encore des professionnels du domicile aux actions de prévention. Il faut trouver le bon moment, les bonnes actions. Donc, on est en train d'y travailler. La communication soutenue avec les partenaires, parce qu'effectivement, beaucoup de réticences en disant, voilà, une couche supplémentaire qui se rajoute, mais il y a déjà plein de partenaires sur place. Qu'est-ce que vous allez apporter de plus? Donc là, il a fallu beaucoup communiquer sur cette première année pour expliquer qu'on était là pour travailler avec eux et apporter cette plus-value. Et puis, on s'est rendu compte de la nécessité vraiment de s'adapter aux besoins des personnes, on a encore pas beaucoup développé tout le volet accès aux soins, mais pas parce qu'on n'a pas voulu, mais parce qu'il n'y avait pas forcément de besoin. Donc, on a accompagné des rendez-vous, mais dire qu'on a fait de la téléconsultation, ça ne s'est pas encore produit parce qu'il n'y a pas eu besoin des bénéficiaires que l'on avait. Sur les questionnements, nous, on essaie aussi de s'adapter. Je peux continuer. Sur les questionnements, donc on attend l'autorisation de l'ARS sur les IDE garde de nuit et on a demandé aussi une place en accueil de nuit parce qu'on s'est rendu compte sur des situations au début du CRT, qu'on a des situations où on a accompagné l'entrée en EHPAD parce que le maintien à domicile, enfin j'aime pas trop dire le maintien, mais le fait les dents n'en pouvaient plus, étaient épuisées, on arrivait trop tard et on s'est dit que si on avait eu de l'accueil de nuit à proposer pour quelques nuits, peut-être qu'on aurait pu arriver à faire que la personne reste plus longtemps à domicile. Donc ça, c'est des choses qu'on a voulu faire évoluer. Le transport du bénéficiaire, parce que sur notre territoire, c'est un peu compliqué, donc on le fait, mais il y a un vrai besoin. Et puis la gestion de la liste d'attente, parce qu'au départ, tant qu'on n'avait pas de liste d'attente, c'était facile. Aujourd'hui, il y a une liste d'attente, c'est par des personnes du volet 2 au volet 1. Enfin, voilà. Voilà ce qu'il y a à faire. Sur les opportunités, plein d'actions à mener auprès des professionnels du territoire. Vraiment une ouverture sur les services à domicile qu'on n'avait pas, même si on avait un peu avec l'accueil de jour, l'hébergement temporaire. Le lien avec les nouveaux CRT qui vont arriver prochainement. Et puis, voilà. Juste la dernière, alors, juste insister sur les valeurs, parce qu'on a fait dans notre fresque du CRT lors du séminaire des partenaires, vraiment l'idée de bienveillance, de professionnalisme, de convivialité, de proximité et de complémentarité. Encore une fois, c'est vraiment, on travaille ensemble et pour apporter des choses qui n'existent pas. Et ce que je voulais dire, parce qu'on en a parlé un petit peu tout à l'heure aussi, ça permet aussi de redorer un peu l'image de l'EHPAD, puisque l'image des personnes âgées des EHPAD, c'est pas forcément la réalité de ce que c'est aujourd'hui. Et les faire entrer par une petite porte pour des actions ou manger ou prendre un repas, on s'aperçoit que on enlève beaucoup de crainte à rentrer dans l'EHPAD. Même si on n'y rentre pas, au moins il y a beaucoup moins de crainte à voir ce qu'est vraiment ce lieu de vie qui aujourd'hui est plus un lieu de vie qu'un mouroir comme on avait l'habitude de parler avant. Voilà, je ne sais pas s'il était trop rapide, trop long. Trop rapide, Vous me certainement, mais dites. c'était En tout cas, on l'exercice. a Et une donc, grande satisfaction. Pardon. on va couper le son parce qu'on a un petit décalage de son. Je voulais juste dire que je voulais juste finir par dire qu'il y avait une grande satisfaction, en tout cas des bénéficiaires que l'on accueillait, et on s'est aperçu que c'est vraiment sur la lutte contre l'isolement et la création du lien social où il y a une vraie demande, et que c'est là où on a beaucoup d'actions. Et j'ai l'exemple en tête d'une personne qui disait que ça faisait 3 ans qu'elle n'était pas sortie de chez elle, et le CRT lui a permis de sortir de chez elle et de rencontrer des voisins, voilà, parce qu'on se rend compte qu'à domicile, vraiment, c'est l'isolement social souvent qui est le plus dur à vivre et qui fait qu'à un moment donné, souvent, la chute emmène directement à l'hôpital et ensuite à l'EHPAD. Merci beaucoup, Céline, pour renseigner
nos congressistes, je ne sais pas comment il faut dire, nos auditeurs. Nous, il y a 3 semaines, on ne se connaissait pas encore, et c'est à la faveur d'un colloque à Poitiers que j'ai entendu votre exposé, qu'on vous a proposé d'intervenir aujourd'hui. Il y a plus de 150 CRT aujourd'hui en France, donc ça mériterait évidemment de s'y pencher, comment dire, beaucoup plus longuement, avec beaucoup plus de personnes. Voilà, mais on y reviendra. Il faut bien comprendre une chose. Nous, en 2021, on avait peut-être, Thomas peut-il mettre le graphique que nous avions mis à la place, mis dans notre recueil à la fin et qui a fait Flores, parce que vous êtes très nombreux à vous en être inspirés. Voilà, c'était le in-out. Donc, c'est vrai qu'on n'était pas à l'époque au CRT, hein. On avait, nous, avec l'équipe, mis ça en place en expliquant qu'il y a toute une série de prestations dans l'EHPAD qui pouvaient servir à d'autres. Donc, en in, ça veut dire des gens de l'extérieur qui viennent chercher du service dans l'EHPAD, et en out, l'équipe de l'EHPAD qui va vers l'extérieur. Ce que vient de décrire d'une certaine manière Céline Bijeux dans le CRT. Donc ce schéma-là, il reste totalement d'actualité. Dans une notion d'aménagement du territoire, 7500 EHPAD en France maillent le territoire et sont présents même là où il n'y a plus de bureau de poste et plus de médecins. Bon, donc voilà, donc il faut penser cela. Le CRT, nous, on avait une vision un peu critique au début en disant, mais c'est pas aussi ambitieux que ce qu'on aurait souhaité. Et en même temps, quand on voit l'enthousiasme des gens qui portent des CRT aujourd'hui, on dit que c'est un vrai beau pas en avant et que donc il faut en profiter, en tirer les leçons. Le petit problème, vous le voyez bien, c'est qu'aujourd'hui, c'est contingenté, c'est financé, donc contingenté. Et donc, tous les établissements qui auraient envie de se déployer ainsi ne peuvent pas le faire, en tout cas en qualité de CRT. Donc, il faudrait voir là comment le bénéfice de l'expérimentation des CRT ne bloque pas l'évolution d'établissements qui aimeraient avoir ce type de fonctionnement, même s'ils n'ont pas de financement. Mais comment on peut revoir le régime des autorisations aussi. C'était un autre sujet que Cathy vous a indiqué en introduction. Dans l'EHPAD plateforme, il y a une autre dimension que le CRT. C'est quand je veux faire de l'EHPAD, de l'accueil de jour, de l'hébergement temporaire, de l'hébergement permanent, du SAD, du SIAD, il faut 7 autorisations différentes. Bon. Voilà, l'idée c'est est-ce qu'à un moment donné, on est en capacité de réformer le régime des autorisations pour avoir une autorisation globale, évidemment contrôlée par les pouvoirs publics, mais avec un financement, évidemment, et une dotation globale. Mais voilà, est-ce qu'un jour, on arrêtera cette superposition de petites autorisations pour une autorisation plus globale, voire même, comme l'avait proposé la FEAP à l'époque, un financement en file active, c'est-à-dire qu'un EHPAD ou une entité en tout cas, est en responsabilité de 100, 150, 200 personnes, et aux professionnels de voir quelle meilleure prise en charge au sein de cette dotation globale mettre en place pour chaque individu et chaque personne âgée. Et puis, dernier élément qui était très peu présent dans notre précédent rapport, mais dont on voit bien qu'il devient de plus en plus crucial, c'est l'EHPAD dans son territoire. On vieillira pas, enfin, un EHPAD ne répondra pas aux mêmes défis à la fois à la montagne, en milieu rural, en périurbain, en centre des métropoles. Et donc, on a rencontré récemment un jeune doctorant qui vient de faire une thèse sur les EHPAD dans les bourgs ruraux. Voilà. Et c'est vrai que vous, gestionnaires qui venez de partout, hein, vous êtes plus de 570 là au moment où on parle, eh bien vous venez de différents territoires et donc l'EHPAD ne sera pas le même selon le territoire dans lequel il se trouve. Ça devra être aussi au cœur de nos réflexions collectives. Didier, peut-être un mot avant de passer au chapitre suivant. Oh, très, très vite, parce que tu as dit beaucoup de choses auxquelles je souscris. J'étais aussi un peu réservé sur les CRT. Bon, c'est une forme d'ouverture sur le territoire et de rayonnement de l'établissement sur son territoire. Ça implique quand même que l'établissement qui se lance soit bien structuré. Et qu'il n'ait pas de difficultés internes. Ça peut être même inspirant quand on dit l'établissement va aller à domicile dans le out. Euh, Dans l'approche domiciliaire, moi je prône le fait que quand un soignant intervient auprès d'un habitant de l'établissement, il considère qu'il est un intervenant à domicile et transformer les équipes de soins des établissements en SIAD. Donc les deux peuvent se nourrir l'un de l'autre. Et puis ce qui est important, on le voit, et moi je trouve que dans le retour d'expérience présenté par Céline, ce qui est très intéressant, c'est ce qu'elle met en avant sur l'isolement, sur la lutte contre l'isolement
qui est effectivement le fléau, à domicile comme en établissement, où qu'on habite. Le fléau du vieillissement, c'est l'isolement. Et si les CRT placent cette question-là au cœur de leur action, bien évidemment, moi, je vais changer d'avis par rapport au CRT. Ça, c'est le premier point. Et évidemment, c'est comme tout, c'est comme tous les outils, les dispositifs, appelons ça comme on veut. L'important, c'est pas le dispositif, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Voilà, et ce qui est fait là est effectivement particulièrement intéressant. Un dernier mot sur ce que tu disais sur la question des autorisations, des files actives. J'ai vu dans le chat quelqu'un qui parlait de raisonner en prestation. Oui, évidemment, évidemment, il va falloir sortir à un moment donné de ça. Dans l'exemple que donne Céline, je trouve hallucinant qu'il faille attendre une autorisation de l'ARS pour faire une place d'accueil de nuit. À un moment donné, euh, quand est-ce qu'on pourra avoir un petit peu de bon sens dans la manière de gérer les choses sur les territoires? Lorsqu'on a un petit peu de bon sens, bon, on ne se pose pas forcément cette question-là. Voilà. Merci Didier. On va passer aux deux derniers chapitres pour ne pas trop vous mettre tous en retard. On n'a pas d'intervenant extérieur parce qu'on ne pouvait pas en avoir sur l'ensemble des chapitres. C'est les deux prochains chapitres qui n'existait pas dans le précédent opuscule que nous avions produit en 2021. J'en profite quand même parce que je veux le dire. Je veux saluer la présence de Julien Roux, qui était intervenu à un de nos précédents webinaires, qui est en charge de toutes ces questions de l'EHPAD du futur à la Direction générale de la cohésion sociale. Donc merci, il ne peut pas prendre la parole là, mais je vois qu'il est présent, donc je le salue et je veux dire qu'au-delà de toutes les ARS et de tous les conseils départementaux qui sont présents, il est bien qu'un représentant de l'administration centrale soit là, ce qui, je crois, n'est pas le cas de la CNSA, mais ça, on a l'habitude. Donc merci Julien Roux de la DGCS d'être présent, parce que je pense que, évidemment, tout ce qu'on raconte là a aussi de temps en temps des conséquences réglementaires que vous étudiez à la Direction générale de la cohésion sociale. Le chantier numéro 4 et 5, c'est donc deux chapitres que nous souhaitons en tout cas rajouter par rapport aux trois premiers que nous avions traités en 2001. C'est la question de l'écologie et du caractère socialement responsable des EHPAD. Alors, évidemment, il y a des grands groupes qui ont mis en place des politiques de RSE, mais toutes, là où vous êtes dans cette dynamique, et c'est évidemment assez disparate comme problématique. Première problématique, mais Didier, je sais que c'est un spécialiste, il commentera ça ensuite, la question du décret tertiaire et de ses exigences qui seront coûteuses comment garantissons-nous le bien-être des résidents dans le cadre des obligations légales et réglementaires que nous allons avoir d'ici 2030, la question de la température, du confort thermique, etc. Deuxièmement, comment réduire l'empreinte carbone des EHPAD, puisque là, c'est au-delà des fluides, c'est l'alimentation, c'est la gestion des déchets, etc. Et que l'EHPAD de demain sera éco-responsable, devra être éco-responsable. Et je pense à la nouvelle génération de directeurs, notamment dans le secteur public ou même dans le secteur privé. Mais quand on est directeur de 30 ans aujourd'hui, peut-être effectivement qu'on n'a pas tout à fait les mêmes réflexes que le directeur de 55 ans, parce qu'il y a une génération, évidemment, et c'est bien légitime, moi qui en ai un peu plus que 25 ans, eh bien, la sensibilité des nouvelles générations de directeurs sera probablement plus axée sur ces problématiques-là. Quelles énergies renouvelables et pratiques écologiques dans l'EHPAD du futur? Et puis enfin, au-delà de la seule question environnementale, quelles sont les responsabilités sociétales que vont assumer les EHPAD, l'égalité femmes-hommes, l'équilibre vie professionnelle, vie privée, la qualité des fournisseurs, puisque maintenant c'est aussi un des curseurs qu'il faudra juger. C'est pas le sujet sur lequel on est le plus documenté, hein, puisque une fois de plus, nous ne l'avions pas traité en 2021. Donc on est super demandeur de vos exemples, super demandeur de vos réflexions, un peu sur le chat maintenant, mais surtout demain à travers vos contributions écrites. Voilà, là on n'est pas un peu sec, mais c'est pas le sujet sur lequel nous sommes une fois plus renseignés. Et je pense que c'est aussi un sujet nouveau, relativement contemporain. Et en tout état de cause, si on pense à l'EHPAD de 2030, il va de soi que l'ensemble de ces sujets-là sera complètement prégnant dans le métier que vous faites aujourd'hui. Didier, peut-être un commentaire là-dessus.
Ça y est, il me prend de court. D'habitude, c'est à la fin, là maintenant, c'est au début. Non, mais évidemment, c'est un sujet sur lequel tu sais, et vous le savez, on travaille depuis longtemps. Euh, sur les quelques éléments que tu évoques rapidement sur le décret tertiaire, moi, ce que je crains dans le début de l'approche, notamment par la CNSA aujourd'hui, c'est qu'on le prend par le bout du coût. C'est-à-dire qu'on commence par dire ça va coûter tant, il va falloir trouver X milliards. Et donc, je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur l'architecture, c'est pas le bon bout. Le bon bout, c'est aussi combien ça rapporte. Parce que ce qui est intéressant dans les démarches, par exemple, environnementales dans la construction, c'est que justement, on raisonne en coût global. L'avantage des démarches environnementales, c'est qu'elles nous obligent à raisonner en coût global et à savoir quel va être l'impact de ces démarches en termes de coût d'exploitation. Quand je reviens à mon prix de journée, l'important, c'est le coût d'exploitation parce que c'est ça qui impacte le plus le prix de journée. Donc, ce n'est pas le coût de l'investissement, c'est le coût de l'exploitation. Et j'attends de la CNSA et d'autres acteurs comme la NAP qui nous outillent beaucoup sur ces sujets-là. Sur la question de l'empreinte carbone, tu as évoqué bon, l'alimentation, les déchets. Nous, on a beaucoup travaillé évidemment sur ces questions-là. J'ai vu dans le chat que mon amie Aline Victor était présente et elle fait partie des gens qui travaillent sur ces questions-là. Tout est lié. C'est vrai que la restauration, qui a été aussi évoquée dans le chat, c'est un sujet qui est formidable de ce point de vue-là parce que c'est une excellente porte d'entrée. C'est une porte d'entrée formidable parce qu'elle touche toutes les parties prenantes, à commencer par les habitants, qui sont évidemment très attachés à ça. Elle touche la qualité de vie, elle touche le plaisir, la notion de plaisir. Or, ce qui fait justement l'insatisfaction parfois des habitants de nos établissements, c'est le manque de plaisir, le manque de liberté et le manque de plaisir qui va avec. Donc, c'est évidemment un élément important. Elle touche toutes les catégories professionnelles de l'établissement parce que c'est une approche globale. Elle est à la fois un soin et un plaisir. Et elle touche évidemment cette partie environnementale avec la question du gaspillage alimentaire qui présente un coût absolument exorbitant dans les établissements. Là aussi, on a largement outillé le secteur avec la démarche Maison Gourmande et responsable. Et puis important, tu l'as dit, on est peut-être moins outillé là-dessus. Là-dessus, nous, on avait produit quelque chose il y a une dizaine d'années déjà sur le volet social. Dans ces démarches de RSE, évidemment, c'est une démarche centrale, mais comme dans toutes les démarches, je le disais, les équipes doivent être impliquées, les équipes doivent être associées et la qualité de vie des équipes doit aussi être au cœur des projets dans cette approche globale. Mais quand on parle de la question de l'attractivité, quand on parle de l'évolution, de la transformation des établissements et sur les retours d'expérience que l'on peut avoir dans les établissements qui se sont lancés dans ces démarches-là, on voit que l'impact positif sur les équipes, il est aujourd'hui largement démontré. Donc, moi, je ne vois pas ces questions environnementales comme une question de contrainte. Je le vois comme une question d'opportunité. D'opportunité justement de changer de logiciel, ce qu'on disait tout à l'heure avec Fanny Cérez, ce changement de disque dur, eh bien, ces démarches RSE, elles peuvent largement les inspirer et les influencer. Dernier point, on travaille aussi sur ces questions-là au niveau européen et la FNACPA participe actuellement à un projet européen qui s'appelle LDCare 2.0 dans lequel on travaille sur les compétences, l'évolution des compétences et les futures compétences de nos professionnels, la dimension environnementale dans la compétence de chacun des professionnels intervenant auprès des personnes âgées, cette compétence environnementale, de même que la compétence entrepreneuriale, la compétence digitale, ces compétences-là sont des compétences qu'il va falloir là aussi développer pour accompagner cette transformation et on travaille sur ces sujets-là au niveau européen. Merci Didier. Voilà, donc une fois de plus, hein, très demandeur de vos contributions, mais je reviendrai en conclusion dans quelques minutes à peine, puisqu'on va terminer dans 5-6 minutes. Juste le temps de vous montrer le dernier slide, qui sera le chantier numéro 5. Je ne sais pas s'il apparaît, voilà. Alors, l'EHPAD du futur sera numérique. On vient de parler d'écologie, de responsabilité, d'environnement. Évidemment que l'EHPAD devra
utiliser de manière optimale les outils numériques qui nous sont proposés. Peut-être certains d'entre vous étaient, enfin certainement, certains d'entre vous étaient à nos assises nationales des EHPAD au mois de septembre et ont peut-être écouté l'intervention de l'ancien secrétaire d'État au numérique, Cédric O, nous parler d'intelligence artificielle générative. Bon, peut-être certains sont des spécialistes de ces sujets-là, mais ceux qui ne l'étaient pas ont découvert en l'espace de 20 minutes. Je vous invite d'ailleurs à regarder, pour ceux qui ne l'ont pas vu, on vous le mettra dans les liens hein, que vous envoie l'intervention qui a été filmée de Cédric. Et c'est vrai que c'était remarquable parce que ça nous permettait de montrer à quel point les progrès de l'IA générative vont avoir des impacts dans l'ensemble des secteurs économiques et humains, et donc évidemment dans le nôtre. Le débat, vous savez, entre l'opposition entre l'humain et le robot, l'humain et le numérique, je pense qu'elle a été, cette polémique a été largement soldée par le Covid, où on a vu qu'au contraire, ce sont les outils numériques souvent qui ont créé du lien social, là où le facteur humain, exceptionnellement, ne pouvait pas intervenir. Donc, 4 questions que nous nous posons. Quels outils numériques peuvent faciliter le quotidien des résidents? Quels outils numériques peuvent faciliter les missions des professionnels, donc tout ce qui est ergonomique, tout ce qui est en capacité eh bien d'aider les professionnels dans leurs tâches, et notamment dans leurs tâches physiques parfois, hein, pour lutter contre la sinistralité dans le secteur. Quels sont les défis éthiques et sécuritaires liés à l'utilisation du numérique dans les EHPAD? Et enfin, quelle place pour l'intelligence artificielle dans l'EHPAD du futur? Ce que nous disait Cédric au fond, c'est que la principale révolution de l'IA générative, c'est que désormais, nous n'aurons plus besoin d'interface. Ce qui fait aujourd'hui l'électronisme des personnes âgées, c'est le maniement d'une tablette, d'un ordinateur, d'un téléphone portable. Dès lors que la commande vocale sera généralisée, eh bien, votre billet de train, je ne suis pas sûr que ce soit la principale occupation des résidents d'EHPAD de commander des billets de train, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire, toute une série de prestations, d'ouvrir les volets, de se brancher sur FR3, etc., etc., pourra être fait par la voix. Et donc, on voit à quel point l'IA, dans les mois, dans les années qui arrivent, là, même avant 2030, il se passera beaucoup, beaucoup de choses. Il ne faudra pas attendre la prochaine décennie pour que ces progrès s'implémentent dans la vie quotidienne de chacun d'entre nous. Eh bien, nous, on voudrait regarder un tout petit peu quels vont être les impacts extrêmement concrets de l'intelligence artificielle dans les établissements. On aura besoin d'expertise, hein, parce que c'est pas facile. Oui, il n'y a pas d'intervenant là, parce que pas, non pas qu'il n'en existe pas, mais on n'a pas trouvé là tout de suite, là, en quelques jours, l'intervenant qui nous permettrait d'avoir une vision très transversale de ces sujets-là. Il y a beaucoup d'experts sur les systèmes d'information, il y a la délégation du numérique en santé, il y a un chantier bien vieillir qui va être lancé bientôt par Lynn Farah et Bertrand Fougère. Donc beaucoup de sujets, mais parfois un peu de technique qui intéressent essentiellement et les directeurs, et puis surtout les directeurs qui s'occupent de systèmes d'information. Mais voilà, il faut donner une vision très concrète de toutes ces révolutions numériques et liées à l'intelligence artificielle. C'est ce qu'on va essayer de faire dans ce document. Donc là aussi, demandeur de vos témoignages, là aussi, demandeur de vos expériences, pour qu'on puisse alimenter ces chantiers 4 et 5, dont vous voyez bien qu'ils sont nouveaux par rapport à notre version de 2021. Et c'est donc là-dessus qu'on va devoir aussi travailler peut-être plus encore que dans les dans les précédents thématiques. Didier, est-ce que ton intelligence, qui elle n'est pas qu'artificielle, a quelque chose à dire sur ces sujets-là aussi? Bah, comme mon intelligence n'est pas artificielle, mais qu'elle est limitée, il n'a pas énormément de choses à dire de ce qu'il a dit précédemment sur le fait que, évidemment, l'intelligence artificielle et le digital sont à intégrer dans les réflexions globales de nos stratégies pour bâtir les établissements du futur. Donc, tu as tout dit, j'en rajouterai pas. Mon intelligence sera largement limitée sur le sujet. Donc je disais merci à Didier d'avoir joué ce fil rouge, ce grand témoin. Merci à Cathy qui va être un peu la maître d'œuvre de la rédaction de ce nouveau document pour le printemps. À Thomas et Alan qui sont ici avec Christelle de l'équipe de Matière Grise, avec Léo également, qui ont vu vos questions, qui vont les trier, qui vont essayer de répondre, qui vont vous envoyer dans les prochaines heures les documents que vous souhaitez. Je conclus, et oui, je conclus d'abord aussi en remerciant l'ANAP. J'ai dit tout à l'heure la DGCS, mais je vois que l'ANAP est également présent. Si ça tenait qu'à moi, mais malheureusement ça ne tient pas qu'à moi, c'est à l'ANAP qu'on confierait le dossier de l'EHPAD du futur, puisque aujourd'hui, il faut bien le dire clairement, hein, le dossier tel que nous le traitons là aujourd'hui de manière transverse n'est pas aujourd'hui traité par telle ou telle institution. Elle l'est par la DGCS, elle l'est aussi
mais thème par thème, par la NAP. Et je veux saluer vraiment le travail de la NAP. Vous savez que le think tank Matière Grise vient de publier avec la NAP un document qui s'appelle le domicile du futur. C'est le versant domicile de ce qu'on est en train de dire là. Tout ça est gratuit, tout ça est téléchargeable sur le site internet de Matière Grise. Mais vraiment, je vous invite à y aller parce que le domicile du futur, c'est un document qu'on a publié avec Stéphane Pardou de la NAP et vraiment et avec toutes les équipes de la NAP. Et on a vraiment bien travaillé. Je sais que vous êtes très, très, très nombreux à suivre les webinaires et à lire les brochures de la NAP, avec lesquelles, évidemment, on va travailler main dans la main pour aussi ce futur document sur les pattes du futur. En termes de méthode, ce que je vous propose, c'est, je ne sais pas si, voilà, euh, voilà le mail générique pour nous écrire. matière-grise@planetgrise.fr. Il y a beaucoup de gris là-dedans. Vous avez compris que notre entreprise s'appelle Planète Grise et qu'au sein de Planète Grise, il y a plein de choses, dont le think tank qui s'appelle Matière Grise. Je veux aussi saluer dans ce cadre les adhérents de Matière Grise, parce qu'une fois plus, tout ça ne serait pas possible si à un moment donné, il n'y avait pas quelques gens qui finançaient tout cela. Donc nous avons 25 opérateurs qui sont les adhérents de Matière Grise. Je veux donc les citer. C'est l'ACPPA, l'ADEF Résidence, Aesio Santé, Arpavie, Axantia, Clariane, Colisée, Domidep, Domitis, Domusvie, Eiffage, Emeis, Emera, Eurus, les Jardins d'Arcadie, Montana, la Mutuelle Bien Vieillir, Nexity, la Fondation Partagée Vie, Sedna Santé, SOS Senior, Steva, Univie et le groupe Vive. Voilà. Je veux vraiment les saluer parce qu'une fois de plus, toutes les brochures que nous publions et dont vous bénéficiez gratuitement, à un moment donné, sont bien financées par quelqu'un et sont financées par l'ensemble de ces groupes qui se sont mis au sein de Matière Grise pour financer une réflexion collective. Donc, je voulais les saluer, et ils sont nombreux, je crois, et je le sais, aujourd'hui parmi vous. Donc, dès maintenant, le mail matièregrise, planetgrise.fr, vous nous envoyez vos contributions, essayez d'être positif, de nous apporter des éléments de réflexion qui nous permettraient de les intégrer dans notre document. Deuxième étape, nous allons vous envoyer un questionnaire début janvier pour ceux qui n'ont pas envie d'écrire. Bon, eh bien, ce sera plus facile de faire une espèce de Google Doc quoi, qu'on va vous envoyer. Et là, vous aurez à répondre à des questions. Voilà, et là, ce sera en une ligne, deux lignes, en cliquant telle ou telle chose. Donc, soit vous avez des idées, vraiment vous avez envie d'écrire pendant les vacances, et donc vous nous écrivez sur l'adresse mail, soit vous attendez tranquillement début janvier pour contribuer d'une autre façon, peut-être plus facile, en répondant à des questions qu'on vous enverra sous forme de Google Form. L'idée étant une fois de plus que comme vous avez été 1050 à vous inscrire et plus de 580 à vous connecter ce matin, eh bien, ce sera des centaines de contributions qu'on peut recevoir et ce serait vraiment fantastique pour nous. Un webinaire en mars pour restituer les premières pistes, donc la même chose, le même format que ce matin, mais cette fois-ci pour vous donner un peu le fruit de nos réflexions collectives, et puis la publication d'un livrable mi-avril. Reste là-dedans quelque chose qu'on n'a pas évoqué, mais que vous avez souhaité, c'est des webinaires comme cela, mais thématiques. Je ne peux pas vous assurer qu'on le fera, on va essayer de regarder si c'est possible, de dégager un peu de temps. Et à ce moment-là, sur les 5 chantiers, nous ferions 5 webinaires d'une heure et demie. Mais ça demande un peu de travail, donc on va regarder un peu comment on fait. Et puis, mais en tout état de cause, les 4 étapes que vous avez sous les yeux sont celles qui seront respectées par Matière Grise. Voilà, écoutez, il est 11h07, on n'a pas été trop en retard. Vous êtes toujours 450 et quelques à être connectés après avoir été 580. Donc, entre les allées et les venues, à l'évidence, vous avez été plus de 600 à nous voir. Vous avez été 1050 à laisser votre adresse mail pour participer à la réflexion collective. Voilà, je pense que enfin, c'est vraiment, on peut s'en féliciter. C'est vraiment fantastique d'avoir imaginé une salle dans laquelle il y ait 600 personnes. C'est pas tous les jours. Et bien là, de manière virtuelle, de manière numérique, nous étions plus de 600. Et voilà, merci à vous tous, merci à nos intervenants, et puis vraiment, 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 participez activement à cette réflexion. N'hésitez pas à le faire aussi sur les réseaux sociaux. Je sais que sur LinkedIn, sur d'autres, etc., vous êtes très actifs, vous nous suivez beaucoup, et donc n'hésitez pas à faire à la fois un compte-rendu de ce que vous avez entendu ce matin, de faire des remarques sur ce que vous avez entendu ce matin avec le petit hashtag EHPAD du futur. Comme ça nous permet, vous voyez, entre nous et entre vous, de vous alimenter, d'alimenter la réflexion et de continuer le dialogue au-delà de ce webinaire que je conclus avec ces paroles. Merci à vous tous et à très bientôt.